regardez Géopolitique internationale sur Afrique Média. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Des milliers de Maliens sont sortis dans les rues samedi pour manifester leur soutien aux autorités maliennes de transition, mais aussi dénoncer la présence militaire française dans le Sahel, dont bien sûr le Mali. Des manifestations qui se sont déroulées en prélude du sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur le Mali et la Guinée qui se tient justement ce dimanche 12 décembre. Et on le sait, les autorités maliennes sont sous le coup des pressions de toutes parts, dont celle de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a d'ailleurs sanctionné il y a quelques semaines près de 150 personnalités maliennes, dont le ministre Choguel Kokalai Maïga. Alors, qu'attendre de cette rencontre? Les autorités maliennes vont-elles fléchir face à la pression de la CEDEAO? Que vaut donc par ailleurs également la pression populaire, du moins de la population? Ce sera bien sûr l'objet de notre première thématique. Et puis, entre l'Algérie et la France, est-ce qu'on se dirige vers une alchimie? C'est ce qu'estiment en tout cas certains observateurs qui pensent que la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en Algérie pourrait bien sûr faire baisser les tensions entre les deux pays. On le rappelle, donc début octobre dernier, le président français Emmanuel Macron avait critiqué le système algérien, le qualifiant de politico-militaire qui entretient donc une honte mémorielle et la haine de la France. La réaction de l'Algérie ne s'était pas fait attendre. Non seulement Alger a rappelé son ambassadeur à Paris, mais il a également interdit le survol de son territoire aux avions militaires français. Jean-Yves Le Drian, lors de cette visite, a alors plaidé pour un apaisement des relations entre les deux pays. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce sera les deux thématiques qui seront débattues, du moins les questions centrales au cours de cette émission. On prend la transition, ensuite on revient pour présenter notre panel. Retour sur ce plateau. Alors pour en parler, nous avons trois invités. Aujourd'hui, Gamal Abina. Bonjour, bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Gamal Abina, d'être avec nous. Vous le savez également, on va vous prendre dans le cadre de l'actualité géopolitique. Vous allez avec, bien sûr, vous allez nous entretenir sur la question éthiopienne là-bas. Le Premier ministre Abiy Ahmed qui met donc en garde les rebelles du TPLF. Il assure que la lutte n'est pas encore terminée. Tout à l'heure, donc, ce sera votre sujet. On rappelle que vous êtes également analyste spécialiste des questions du Maghreb. Vous aurez également à vos côtés Madame Linda Larbaroui. Bonjour à vous, Madame, et bienvenue. Bonjour Afrique Média, bonjour à tout le monde. Merci d'être là ce jour, Madame. Vous êtes analyste politique, également spécialiste de questions sécuritaires. Avec vous, lors de la dernière partie de cette émission, on parlera du blocage du contingent militaire français du côté du Sahel. Florence Parly qui accuse donc la Russie de manipulation. Ce sera tout à l'heure. Et enfin, Luc Michel est avec nous, géopoliticien. Bonjour à vous, Luc Michel. Bonjour à vous, Manuela. Toujours un plaisir de vous retrouver. Et bonjour à mes deux collègues. Bonjour. Merci Luc Michel. Avec vous, on reviendra sur l'actualité en ce qui concerne bien sûr le conflit en Ukraine. En Russie, Vladimir Poutine évoque un premier pas vers un génocide dans l'est de l'Ukraine. Ce sera bien sûr avec vous, Luc Michel. Eh bien, chers téléspectateurs et chers invités, sans transition, abordons donc la première question de ce programme. Aujourd'hui, l'actualité du côté du Mali. Avant peut-être de nous intéresser à ce point, du moins les manifestations contre la présence militaire française dans le Sahel, on sait également que les manifestants sont sortis, du moins la population est sortie pour dénoncer, apporter son soutien aux autorités de transition et bien sûr
dénoncer la gestion de la situation de la part de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, on va s'intéresser au rôle que joue la CEDEAO, justement, dans ce conflit, du moins, comment est-ce qu'elle gère la situation. Ce sera bien sûr avec l'analyse de nos invités. Alors, je vais commencer par vous, Luc Michel, sur cette question. Alors, la CEDEAO, bien sûr, au cœur de la question malienne, on le sait, depuis un moment, les chefs d'État et de gouvernement de cette communauté se rencontrent justement, et au cœur des différentes discussions, il y a la question malienne. Alors, comment analysez-vous la gestion de la crise malienne par la CEDEAO? Et la CEDEAO n'a aucune autonomie politique ou géopolitique. C'est un syndicat des marionnettes de l'Occident en Afrique. Il comprend un État qui est lié à l'Allemagne et aux États-Unis, qui est le Ghana. Le Ghana, ce n'est plus le pays de Krouba. C'est le seul pays africain qui a, avec le Maroc, un partenariat stratégique avec les États-Unis. Il y a les pro-français, c'est-à-dire essentiellement la Côte d'Ivoire. Il y a enfin, bien entendu, les pro-américains, notamment le nouveau régime en Guinée-Conakry et le Niger de Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum, c'est principalement un domestique des Américains avant d'être un domestique des Français. Il n'y a que deux États actuellement, maintenant qu'on a renversé Alpha Condé, qui s'éloignent de ce schéma, c'est le Sénégal et c'est le Bénin, qui profitent de l'oxygène géopolitique qui est apporté par le bloc de l'Est, les Russes et les Iraniens, et qui sont enceints. Vous avez vu qu'au moment où toute la CEDEAO est mobilisée sur l'agenda français, au moment où les Français ont organisé un sommet de la sécurité qui avait pour sujet principal la CEDEAO à Dakar, 3 jours avant, à Dakar, s'était installé le sommet Chine-Afrique, dans lequel... Des élections. Celui qui veut obliger, ben, il n'a qu'à le faire chez lui. Ils ne viennent pas chez les autres des pays souverains pour exiger. Et ça, parlons de la France. Donc là, je viens de vous traduire ce que le président Tebboune avait répondu à des journalistes algériens. Mais maintenant, il y a une chose qui est sûre, ce que notre ami Luc Michel a dit, la CEDEAO ne peut pas avoir une influence si le Mali a un couloir. Et j'avais donné une information il y a quelques jours que l'Algérie avait envoyé une aide humanitaire au Mali. Donc tant qu'il y a cette ouverture, la CEDEAO peut toujours faire ce qu'elle veut, ça ne donnera rien. Le Mali a un soutien de l'Algérie et l'Algérie a aussi un soutien du Mali pour essayer de rétablir la zone Sahel. C'est ça qui est important. On s'en fout s'il y a des élections ou pas. Le plus important actuellement, c'est de sécuriser le Sahel. Et le Mali n'est plus seul. Le Mali essaye de voir comment il peut s'en sortir. J'ai envoyé aussi à Afrique Média, il y a 2 ou 3 jours, des articles annonçant que la Chine avait envoyé des chars anti-mines au Mali. Donc là, il n'y a plus que la Russie. Il y a la Chine qui rentre aussi en ligne de compte. Sachant ce qu'on vient de dire, que Alger est du côté des Maliens. Madame Linda Labarbu, on se rend compte donc que le Mali, bien sûr, a de plus en plus d'alliés. On y reviendra. Alors, je poursuis avec vous, Gamal Abina. Alors, on le sait, le gouvernement malien ne va a priori pas organiser les élections au mois de février, hein, comme l'exige la CEDEAO. On craint des mesures de sanctions encore plus restrictives contre le pays. Mais ce qu'on se demande également, c'est que malgré, bien sûr, le soutien de la population, est-ce qu'aujourd'hui, Bamako est à même de, voilà, au regard également de la situation sécuritaire, de pouvoir gérer la pression, parce qu'on parle bien sûr de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, et bien sûr le Mali fait partie de cette communauté, d'où l'importance également voilà, d'une certaine entente entre les pays de cette sous-région.
Moi, je pense effectivement que le Mali joue une carte importante, ça s'appelle la carte de l'indépendance. Ils font leur choix politique. Alors, il y a deux choses qui sont importantes à souligner. La première, c'est que il y a un redéploiement réellement puissant et géostratégique de plusieurs États dans la région. Alors, on parle évidemment de la Chine qui fait des sommets, Luc Michel l'a rappelé tout à l'heure, à Chine-Afrique. On parle évidemment de la Russie qui fait des sommets Russie-Afrique, donc un rapprochement économique et militaire, puisque le militaire va forcément de pair avec l'économique pour garantir la sécurité des États, mais surtout on parle de rapprochement d'autres pays comme la Turquie qui veulent étendre leur influence et équiper aussi militairement ces régions parce qu'ils ont besoin de vendre beaucoup les Turcs pour se sortir de la catastrophe économique dans laquelle ils sont actuellement. Et il va de soi qu'on parle aussi de sommets, de rencontres plutôt, on ne parle pas de sommets mais de rencontres États-Unis-Afrique. Alors il passe, c'est le représentant spécial Blinken qui joue sa carte contre la France, puisque chacun y va de sa petite zone d'influence. Alors la CEDEAO, c'est quoi en substance? C'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est rien. C'est une communauté marginale qui ne pèse rien, qui est sous la coupe du franc CFA. Donc, quand on est sous la coupe du franc CFA, on est sous la coupe de la France. Donc, quelconque sur un pays pour lequel, d'ailleurs, le peuple n'a pas été insatisfait de l'arrivée au pouvoir de ces nouveaux dirigeants. Je considère effectivement, et ça va peut-être choquer pas mal d'oreilles, que la démocratie ne se décrète pas, c'est une chose, qu'elle ne se porte pas par les bons qu'on essaie de le faire en Irak, soi-disant, mais que la démocratie n'est pas un facteur, contrairement à ce que nous avons vendu pendant 60 ans, de développement économique. Ça, c'est un mensonge. La Chine a parfaitement démontré qu'il n'y a pas besoin d'être démocrate pour développer un pays, bien au contraire. Pour développer un pays, il faut un dirigisme extrêmement fort. Alors, il ne faut pas de dictature arriérée, une dictature noire, une dictature qui prive les droits des gens. Ça, ce n'est pas un modèle économique, enfin un modèle politique qui est acceptable. Mais il faut un régime dirigiste fort qui ne soit pas entravé systématiquement par un système parlementariste qui passe son temps à prendre 50 000 décisions contradictoires et qui empêche, par exemple, le lancement de grands projets. Donc, la démocratie n'est pas un gage de réussite et de développement. Ça a été prouvé par la Chine. Et la démocratie n'est pas non plus un gage de stabilité. On l'a vu dans le Mali, par exemple. Ils ont quand même passé leur temps à faire les élections. On voit le résultat. Donc, en vérité, je note aussi que les Occidentaux qui prônent toujours la démocratie, lorsqu'ils ont eu un saut qualitatif et économique considérable, étrangement, ça a été fait par des régimes quasiment militaires. Je parle de l'Italie, je parle de l'Espagne, je parle de l'Allemagne, évidemment, ça peut choquer, mais c'est un fait. Je parle de l'Angleterre, qui était dirigée quand même par un militaire, on se rappelle de Churchill. On parle de la France de De Gaulle, qui est un militaire. On parle d'Eisenhower aux États-Unis. Tout ça, c'est des régimes militaires qui ont structuré de force la société pour qu'elle devienne... Il n'y a pas de manifestation contre le pouvoir au Mali aujourd'hui, bien au contraire. Au nom de quoi ils le font-ils? Ils le font au nom d'une idéologie très marquée et très dominante et très méprisante, en vérité. Donc moi, je considère que le risque CEDEAO est parfaitement inexistant. En substance, la CEDEAO, c'est la France, puisque c'est elle qui a l'économie, et ça n'a absolument aucune incidence sur le Mali. Le Mali peut tranquillement dormir sur ses deux oreilles à partir du moment où il a des alliés beaucoup plus solides. À vous, Gamal Abina, on va évoluer bien sûr dans le débat. On va peut-être s'intéresser cette fois-ci à un autre point, à la question de la transition, l'organisation de la transition du côté de Mali. Luc Michel, je reviens bien sûr vers vous. Alors, la population réclame, ça c'est clair, d'ailleurs c'est également l'objet de ces différentes manifestations, elle réclame la prolongation de la transition dirigée bien sûr par le colonel Assimi Goïta. Mais ce que beaucoup se demandent, est-ce que c'est bénéfique pour le Mali aujourd'hui? Beaucoup craignent, je m'appuie sur certaines analyses, que voilà, à la fin, le pouvoir en place, le pouvoir de transition en place puisse profiter justement de cette situation, de ce soutien pour se maintenir au pouvoir et bien sûr ne pas respecter un certain nombre d'engagements. Je vais vous répondre précisément, mais avant, j'aurai 3 précisions à donner sur les interventions de mes prédécesseurs. Tout d'abord, la CEDEAO, ce n'est plus la possession de la France, c'est un espace économique qui est disputé entre le Maroc et la France, qui sont alliés, et les anglo-saxons, Londres et Washington, les anglo-saxons ne voulant plus que la France contrôle la CEDEAO, et en particulier s'empare de l'éco pour en faire le nouveau franc CFA. Deuxièmement, tout le monde a oublié le 4e grand allié du Mali, c'est l'Iran. Vous savez que je suis consultant permanent des médias d'État iraniens francophones. Nous avons publié hier sur la chaîne de télévision Presse TV et sur la radio Pars Today
un grand éditorial où nous précisions que la République islamique d'Iran était l'alliée du Mali et elle allait intervenir à côté d'elle dans le domaine sécuritaire. Le Mali, d'ailleurs, donc, qui est allié de l'Algérie, et l'Algérie, qui est l'allié principal de l'Iran dans ce qu'on appelle l'OPEP du gaz. Troisième chose, évidemment, qu'il faut retenir, c'est que ce que Gamal Abima appelle la démocratie, c'est ce que nous, les marxistes-léninistes, nous appelons le parlementarisme petit bourgeois. C'est tout sauf la démocratie. Les Chinois appellent ça, avec raison, la démocratie plutocratique. Il y a en ce moment un sommet organisé par Joe Biden à Washington. Il s'est tenu hier et avant-hier en vidéoconférence. C'était le sommet des États démocrates. En ont été exclus l'Iran, la Russie et la Chine, et les Chinois ont riposté vigoureusement. Ils ont mis les choses au point. Ils ont expliqué que la démocratie américaine était en crise et était tout sauf la démocratie, opinion que je partage absolument. Et 2 think tanks chinois, une université et un think tank, ont publié un livre, 10 questions sur la démocratie américaine, un livre blanc dans lequel ils expliquent que la démocratie américaine est une imposture. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc tous ces gens sont mal placés pour venir donner des leçons comme ils l'ont fait pendant 50 ans en Afrique. Maintenant, votre réponse sur le Mali. Qu'est-ce que les Français, les Américains, là ils sont d'accord entre eux, veulent en précipitant la fin de la transition, c'est ramener au pouvoir les partis pro-français. Il y a quelque chose d'intéressant. Le dialogue national vient de s'ouvrir au Mali. Il est boycotté par tous les anciens partis politiques qui sont pro-français et il est boycotté par cet agent de la France qu'est l'imam Dicot, sur lequel beaucoup se sont illusionnés. Qu'est-ce que ces gens veulent, évidemment? C'est occuper l'espace politique avant que les nouvelles forces maliennes ne s'organisent. Quelles sont ces forces maliennes? C'est le mouvement des jeunes patriotes, c'est le mouvement M5 et c'est Yerewolo. Tous ces mouvements sont des mouvements naissants, c'est eux qui occupent la rue, mais ils ne sont pas encore organisés. Et voilà pourquoi la majorité des Maliens est derrière eux et manifeste contre les Français. Les Français, d'ailleurs, organisent une contre-attaque. Il y a eu, il y a 2 jours, dans Jeune Afrique, un grand article où on annonçait que c'était une guerre médiatique entre la Russie, les pro-russes, dont Afrique Média, et les réseaux européens qui les manipulent, c'est-à-dire moi-même, et les Français. Et les Français payent actuellement toute une campagne. Ils agitent les agents pro-français et ils ont payé une série de clips vidéo qui sont diffusés sur grand écran cinéma, sur les principaux carrefours de Bamako, pour justifier la présence de Barkhane. Les Jeunes d'Afrique nous expliquent ce que je répète depuis des mois, c'est que le but, c'est de gagner les esprits et les cœurs. Ce sont les buts de la guerre coloniale depuis les années 1956 en Algérie et dans la petite guerre d'Algérie, le Cameroun. Eh bien, aujourd'hui, les Français, ils ont définitivement perdu les esprits et les cœurs et ils espèrent malgré tout garder la mainmise politique en ramenant les vieux fourriers de la France-Afrique au pouvoir. Une fois de plus, merci à vous, Luc Michel. Linda Larbaroui, madame, je reviens vers vous. Alors, l'argument évoqué également par les autorités de transition du côté de Mali, c'est la question sécuritaire. Là-bas, on estime que la question sécuritaire est plus importante maintenant. Il faudrait d'abord voir comment sécuriser le pays avant peut-être d'organiser les élections. Alors, ce qu'on voudrait savoir, c'est l'enjeu, bien sûr, autour de cette situation sécuritaire et bien sûr, en quoi est-ce que cela empêche l'organisation des élections? Quel est l'état des lieux de la sécurité, on va dire comme ça, du côté du Mali? Ben, on ne peut pas organiser des élections s'il y a des soi-disant djihadistes qui sont là à tout boycotter, brûler des villages et tuer des civils. Ce n'est pas possible. Les gens ne pourront pas aller aux urnes. Et puis, il y a aussi des endroits du Sahel qui sont inaccessibles pour le moment.
Donc là, la France, qui, elle, a foutu le bazar dans tout ce point, en est consciente. C'est pour ça aussi que l'Algérie s'en fiche complètement si le Mali organise en temps et en heure les élections ou pas. Le plus important, c'est que le gouvernement qui est en place compte réellement organiser des élections. Le gouvernement qui est en place, c'est le peuple qui le soutient. Donc, si on parle de la soi-disant démocratie, comme ils l'entendent de eux, c'est le peuple qui a décidé et c'est le peuple qui soutient. Il n'est pas possible d'organiser des élections quand toute la région est enflammée. Il faut aussi sortir les djihadistes du Sahel et de la Libye aussi, parce que pareil pour la Libye, des élections, pas élections, le but d'Alger, je pense que le but d'Alger est de nettoyer l'Afrique de toute cette pourriture de djihadistes qui est là, hein, via Erdogan, donc le Qatar, et via les monarchies de la péninsule arabique qui financent tout ça. Le Maroc ne veut pas lâcher l'histoire du Sahara occidental et toutes les armes, on sait très bien que les armes sont financées par la drogue. La drogue, le shit est fabriqué au Maroc. Il faut être conscient de tout ce qui se passe. Notre ami Luc Michel l'a bien précisé. Tout le monde se bat pour l'Afrique, mais quand il s'agit des intérêts occidentaux, ils sont tous ensemble contre nous. Et c'est pas possible qu'il y ait des élections. Maintenant, ce qui est rassurant, c'est que effectivement, le Mali a d'autres partenaires et d'autres alliés, notamment l'Iran. Et l'Iran n'est pas là depuis hier. L'Iran est implanté par les Libanais chiites qui sont déjà sur le continent africain depuis très longtemps. Donc, je m'inquiète pas trop, moi, pour la Turquie. La Turquie finira par partir parce que là où il y a l'Iran, il n'y a pas la Turquie. Ça, c'est sûr, c'est les ennemis. Je ne parle pas des khomeïnistes qui, eux, se sont alliés en 2014 à Erdogan. Le frère musulman. Et ça, il faut pas l'oublier. Erdogan fait partie de la confrérie des frères musulmans. Donc ça, il faut pas qu'on l'oublie. Et là, Alger aussi fermera les portes s'il faut à la Turquie. Il y a des intérêts communs qui sont en Méditerranée, mais ça reste en Méditerranée. S'il s'agit de la sécurité, d'une question sécuritaire au Sahel, il y a des pays qui sont concernés et pas d'autres. Donc ceux qui sont là pour rétablir la paix, ils sont les bienvenus. Ceux qui sont là pour alimenter le soi-disant djihadisme, mais le djihadisme, il tue 90% des gens qui tuent déjà, c'est des musulmans. Donc je vois pas comment ça peut être le djihad. Et la France, ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres interventions, a déjà perdu le Sahel. Maintenant, les États-Unis essayent de revenir via une autre façade. Et elle a plus son mot à dire. Et la venue de Le Drian à Alger au secours, c'est parce que c'est la fin, c'est terminé. Ça, ils l'ont compris. Et maintenant, ils cherchent d'autres alliances. Les alliances, ils en auront pas parce que la France n'a rien laissé de bon derrière elle pour qu'on puisse la regarder. Nous vivons en France, nous voyons comment nous sommes boycottés, nous sommes traités. Rien que de voir le Zemmour à la télé, ça me gave. Marine Le Pen encore plus. Donc il y a tout ça, ce sentiment, ça nous donne envie de vomir quand on voit tout ça. Donc, pour le moment, le Mali est soutenu déjà par Alger. Il y a 1300 kilomètres de frontière entre le Mali et l'Algérie. C'est pas négligeable. Et puis, s'il y a besoin d'une aide, on sera là pour eux. C'est pas parce que Alger est une ONG, c'est parce que nous avons des véritables intérêts communs et nous avons les mêmes alliés aussi. Ça, c'est important de le souligner. La Russie, c'est une ancienne histoire entre Alger et Moscou, et le Mali, ça l'était aussi jusqu'à un certain moment. Et là, ça revient. Donc, pour le moment,
le plus important, c'est sécuriser le territoire, nous sortir tous ces meurtriers qui sont dans le Sahel, et puis on verra plus tard qu'est-ce qui peut se passer. Et le plus important aussi, c'est que le gouvernement actuel au Mali, qu'il soit de transition ou pas, est soutenu par la population malienne. Eh bien, Gamal Abina, Luc Michel a rappelé tout à l'heure, on sait bien sûr, il y a eu des consultations nationales qui ont commencé. Les militaires au pouvoir ont lancé depuis samedi 2 jours de consultations nationales qui sont censées mener justement à la tenue d'élections. Alors, en quoi est-ce que ces consultations nationales seraient bien sûr plus efficaces que l'organisation des élections, peut-être le respect du calendrier plus ou moins initial qui prévoyait l'organisation d'élections en février prochain? Les consultations nationales, c'est une façon effectivement d'opérer une transition. Je ne sais pas si elles seront plus efficaces, mais dans tous les cas de figure, c'est une piste de réflexion intéressante à suivre, parce que d'abord, ça permettrait de savoir qui sont les différents intervenants, les courants de pensée politique, la volonté populaire. C'est une chose intéressante parce qu'on parle un peu de système finalement qui ressemblerait à une démocratie directe. Quand on consulte la population, c'est déjà une ouverture vers le peuple. Mais pour répondre à votre question précisément sur les enjeux régionaux et géopolitiques, je pense là, j'ai entendu pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. La première, c'est que, alors c'est un sujet un petit peu vaste, mais on va faire vite. La Turquie, qu'on réduit à frères musulmans, c'est comme si on réduisait l'Iran aujourd'hui à État islamique ou à l'idée de se dire que ces pays sont des monarchies, comme on les appelait à l'époque. Non, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont des besoins économiques, qui ont des besoins de se sortir de difficultés internes et qui se redéploient en Afrique sans de moins en moins d'idéologie, de plus en plus de volonté d'avoir une présence économique forte et de pouvoir vendre. L'Iran d'ailleurs, comme la Turquie vend des appareillages militaires, des conseils effectivement économiques, du conseil politique, de moins en moins, mais surtout du conseil en matière de transfert technologique. Ça se fait de plus en plus parce que l'objectif, c'est de s'implanter dans la région et de prendre la place de la France, littéralement. Alors après, l'histoire des djihadistes au Mali, effectivement, ils existent depuis, ça fait quoi, une dizaine d'années. C'est l'émanation de ce qui s'est passé dans la guerre civile algérienne. C'est ce qu'on appelait le GSPC à l'époque, qui est devenu AQMI, qui est devenu ISIS, qui est devenu tout un tas de trucs. Bref, ils ont tout un tas d'étiquettes, mais en vérité, ça reste les courants radicaux qui ont été écrasés par l'armée algérienne dans les années 90-2000. Et quand ils ont perdu, le repli qu'ils ont eu, un repli tactique, c'était d'aller vers le Mali et la région sahélienne. Ils se sont alliés à des mouvements plus ou moins séparatistes, comme on l'a vu avec les Awad. Donc, on parle des Touaregs. Ils se sont alliés avec pas mal de gens dans la région pour essayer de renforcer leur position. Ils font beaucoup de trafic et ils font beaucoup de tort. Après, la France intervient parce que le motif de l'islam politique, de l'islam djihadiste est un bon motif pour intervenir. Mais en vérité, la vraie problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qui sont les intervenants internationaux, que veulent-ils dans la région? C'est une région qui est très riche, qui attire beaucoup de convoitises, c'est une région qui est très instable, et c'est une région pour laquelle, d'ailleurs, vous remarquerez à chaque fois, vous allez rire parce que j'ai déjà fait l'exercice une fois, lorsque l'on nomme des gens avec des petits noms ou des sobriquets ou 3 lettres, par exemple, je fais une petite liste rapide, MBZ, MBS, DSK, IBK, J2M, Jean-Marie Messier, M6, dès que vous entendez des noms comme ça, en général, c'est pour rendre sympathique des gens qui ne le sont pas ou qui sont à la botte de l'Occident ou du capital occidental. Et donc là, en l'occurrence, dans la région, effectivement, on a beaucoup de pays qui sont antagonistes. On voit ce qui se passe entre le Maroc et l'Algérie. On a beaucoup de pays qui donnent des leçons. On parle de démocratie, mais des leçons uniquement pour revenir sur place parce qu'ils veulent reprendre leur précaré. On parle de la France, de l'Angleterre et des États-Unis, évidemment. C'est toujours sous motif démocratique qu'ils viennent s'implanter militairement. Et surtout, on a beaucoup de pays qui ont des intérêts géopolitiques et géoéconomiques très importants. Je parle de la Turquie, on parle évidemment de la Chine, on parle évidemment de la Russie, qui se positionnent pour dire ces gens sont en perte de vitesse, nous prendrons la place et nous allons travailler de concert. Donc, on peut pas réduire la relation, par exemple, Turc-Afrique à une simple relation de volonté de vouloir faire une sorte de prosélytisme religieux. Pas du tout. Quand les Turcs se rapprochent de l'Algérie, ça fait très longtemps que l'Algérie a rompu avec l'islam politique, on le sait. Donc, c'est des raisons vraiment qui se positionnent par rapport à des problématiques économiques et politiques d'influence, mais d'influence surtout sur des questions de prendre la place des anciennes puissances coloniales, en somme.
Et si le Mali consulte sa population, c'est un premier pas vers une vraie démocratie consultative. Et c'est bien que Luc Michel rappelle effectivement que la désignation des démocraties aujourd'hui, ça ressemble à des plutocraties. C'est souvent des grands bourgeois qui se refilent le pouvoir entre eux, qui font des élections pour lesquelles il faut beaucoup d'argent, donc il faut être très riche, et qu'il n'y a que comme ça qu'on obtient la victoire, avec souvent l'assentiment des banques, souvent l'assentiment des hommes d'affaires, c'est le cas en France, souvent l'assentiment des milieux d'affaires qui placent ces hommes-là au pouvoir. Tous sont issus de la haute bourgeoisie, tous se partagent le même pouvoir, les mêmes idées, et tous ont pour intérêt commun de faire en sorte que la France, pour prendre l'exemple que de la France, rayonne à travers le monde en termes de domination économique ou au moins d'influence économique, sinon militaire. Et donc aujourd'hui, quand on parle de démocratie, le terme démocratie est très connoté, et c'est pour moi un terme qui n'est pas très positif. La seule démocratie qui reste vraiment une vraie démocratie, ce serait la Suisse, à la limite, mais les autres pays n'ont pas de leçon à donner de ce point de vue-là, parce que c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Et c'est vrai que le gâteau africain, on l'avait déjà vu à la conférence de Berlin, ce gâteau africain qui est très riche, qui est très important pour l'Occident parce qu'il a besoin de ça pour survivre, parce qu'on parle de survivance aujourd'hui, ils sont en concurrence avec les pays émergents, eh bien ce gâteau africain est devenu une véritable bataille rangée et ça a réveillé des antagonismes qu'on avait perdus depuis 30 ans, depuis la chute de l'Union soviétique, qui sont le bloc Est contre le bloc Ouest. Le bloc des grands bourgeois contre le bloc des pays sous-développés, parce que malgré tout, la Chine est un pays qui est en développement très accéléré, mais elle sort du sous-développement. La Russie, avec toutes les difficultés qu'elle a connues, est un pays qui est en développement aussi, qui est en train de développer sa puissance industrielle et militaire. La Chine, c'est pareil, je parle de l'Iran par exemple. Tous ces pays-là sont des pays concurrents qui ont besoin de se positionner sur le gâteau africain, qui est vraiment qui regorge de toutes les richesses possibles et imaginables. Donc les présences de ces gens-là ne sont pas uniquement intéressés pour des raisons politiques. Il y a aussi de grandes raisons économiques et surtout le fait d'en finir avec cette domination occidentale qui n'a que trop duré. Ça fait quand même à peu près au bas mot 400 ans que l'Occident, qui s'est étendu dans le reste du monde aujourd'hui, impose sa présence en Afrique, et c'est la raison pour laquelle effectivement les autres acteurs qui commencent à monter en puissance ont décidé de prendre place en Afrique, tout simplement. Gamal Abina, et bien sûr, ce sera sans transition pour aborder la seconde thématique qui d'ailleurs est reliée à la première. Donc on va directement continuer et simplement également rappeler, comme on l'a dit à l'entame, que ces manifestations, du moins les populations, sont également descendues dans les rues de Bamako pour manifester aussi contre la présence militaire française. Nous en avons parlé dans nos précédentes éditions. Les protestataires, bien sûr, demandent le retrait total des troupes françaises du pays, en rappelant bien sûr que ces troupes sont présentes dans la région sahélienne depuis 2013. Alors, on va directement aborder la seconde thématique. On va parler des relations entre la France et bien sûr l'Algérie. Avec notre point focal, on parle bien sûr de cette visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il y a quelques jours seulement, il était du côté de l'Algérie. Il a rencontré le président Tebboune. Il s'est également entretenu avec son homologue, bien sûr, algérien. Il parle d'apaisement des relations, du moins d'apaisement des tensions entre les deux pays. Alors, je vais commencer par vous sur cette question, Madame Linda Labaroui. Tout simplement, pourquoi maintenant, pourquoi une visite de Jean-Yves Le Drian à ce moment précis du côté de l'Algérie? En ce moment précis, parce que la crise se prolonge, la crise financière dans le monde se prolonge, et ce que disait notre ami Gamal, tout le monde veut se partager le gâteau. La France, on voit que c'est en déclin total, très peu de soutien, et puis il y a quelques jours, ce qui s'est passé au Maroc avec les forces américaines, les Français et les Anglais ont essayé de le faire aussi en Méditerranée, c'est-à-dire ils ont essayé d'attaquer les S-400 et les Anglais ont perdu un avion. Voilà. Donc, militairement parlant, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas casser l'Algérie. Il y a eu l'épisode Hirak qui est très intéressante parce que tout le monde avait parié sur un printemps arabe. Le printemps arabe, nous l'avons vécu en 88, donc il était hors de question qu'on tombe dedans une deuxième fois. Pour nous, les Algériens, c'était l'été
algérien, c'était pas le printemps algérien. Et on est passé de ce qu'ils s'attendaient tous à avoir, c'est-à-dire que le pays explose, à une stabilité et un retour extraordinaire aussi de notre diplomatie, qui est la boîte noire de l'Algérie. C'est pas que l'armée, il y a aussi la diplomatie algérienne qui joue un rôle. Donc, quand tout le monde a compris que le Hirak c'est fini, les gens sont rentrés chez eux, l'État commence à avancer dans les véritables dossiers et puis tout s'est stabilisé. Donc, on voit que le Maroc s'est allié avec Israël, la France qui essaye de revenir et c'est pas possible qu'elle revienne. C'est fini. On a fait en sorte qu'elle parte. C'est pas pour la faire revenir. Donc, apaiser les tensions, ce n'est pas possible non plus parce qu'il y a plusieurs dossiers en cours et la France ne veut pas entendre parler. Le Drian, quand il est venu, comme à chaque fois l'Algérie parle des archives, là, ils ont décidé d'ouvrir les archives judiciaires, les archives de police et de gendarmerie. Pendant la guerre d'Algérie. Mais pendant la guerre d'Algérie, c'est les archives militaires qu'il faut nous ouvrir. C'est pas les archives de police. On n'en a rien à faire. C'était les militaires. C'était Salan, Bijard et compagnie qui géraient. Donc, c'est ces archives-là que nous réclamons. Et des archives aussi qui remontent au XIIIe et XIVe siècle. Et l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Bouradoum, qui était là avant Ramtan Amamra, l'avait bien exprimé lors d'une conférence de presse. Il y a aussi un autre dossier, c'est le dossier du nucléaire. Quand nous parlons du dossier nucléaire, les gens s'imaginent c'est les déchets, c'est les bombes qu'on a cachées dans le Sahara. Non, ce n'est pas ça le problème des déchets nucléaires. On sait qu'il y a eu 4000 prisonniers que la France a utilisés comme des cobayes. Et puis le chiffre exact, nous ne l'avons pas encore. Donc aujourd'hui, la France est confrontée à ça. Si elle nous montre où sont les déchets nucléaires, on va trouver tout un génocide. Donc on passera des pays des droits de l'homme à un pays qui a commis des atrocités pareilles. C'est ça qui gêne la France. C'est pas le fait de nous montrer où se cachent les bombes qu'elle a fait exploser. Il y a aussi un autre dossier, le dossier du Sahara occidental. Le Sahara occidental, la France l'a créé pour déstabiliser l'Algérie et laisser le problème constant. Aussi, ce territoire, j'en parle souvent, c'est par là où rentre la drogue, on rentre les djihadistes, les armes, il y a tout qui rentre par là. Et personne ne dit rien. Tous les Africains, ils se rangent parfois du côté du Maroc, quand le Maroc est fort, et parfois du côté de l'Algérie. Mais personne ne prend les devants et de dire ce problème, il faut le clôturer. Donc la France, il faut, à chaque fois, elle met son droit de veto. Donc la France, il faut qu'elle fasse un geste là-dessus. Il y a aussi, j'ai noté quelques dossiers, le dossier de l'émigration. Pour combattre l'émigration, Alger a donné quelques contrats à l'Union européenne. La somme s'élève à 27 milliards d'euros. Tout ça pour créer des emplois en Algérie. Il y a eu 0,01% d'emplois qui ont été créés. Et cet argent, elle le donnait tous les ans. 27 milliards d'euros que Alger donnait pour combattre l'émigration. Donc la France nous doit des comptes sur ces emplois qu'elle n'a jamais créés. Il y a aussi l'histoire de la souveraineté. Voilà. À chaque fois que Alger avait des grands projets comme Desertec ou d'autres, avec des partenaires européens, la France s'est opposée. Donc Alger est souveraine, elle continue à être souveraine, mais la France continue aussi à émettre ses influences un peu partout. Donc il y a tous ces dossiers brûlants qu'il va falloir que la France voie ça de près avec l'Algérie, et elle n'est pas prête à le faire. Tout le problème est là. Donc adoucir les tensions, c'est pas possible. Que Alger lâche le Mali, ce n'est pas possible non plus. Que l'Algérie s'aligne avec des pays qui sont là en respectant le peuple africain. Oui, j'ai une opinion très personnelle par rapport à la Turquie parce que il faut attendre 2023 la fin des accords
de Lausanne pour voir ce que le père Erdogan va nous pondre. Ça aussi, c'est important de le savoir. Ce qu'espère la Turquie, c'est l'Empire ottoman. L'Algérie est restée 51 ans sous l'Empire ottoman et à part ça, c'était un État souverain. C'était un État complètement souverain. Donc, on ne peut pas retourner sous l'Empire ottoman et je ne me vois pas, moi, algérienne, qui suis dans un combat perpétuel de père en fille ou de père en fils, me soumettre à la Turquie qui n'est qu'un pays vassal auprès de l'OTAN, il faut le dire. Donc, aujourd'hui, la situation africaine fait qu'il faut qu'on soit solidaires entre nous. Ceux qui sont concernés, et très très bien concernés, c'est les pays qui sont sahéliens d'abord, et puis après, les pays africains. Tout le reste, ça, on l'étudiera en fonction d'un gouvernement à l'autre et les besoins d'un pays à un autre, c'est ça. Vous, chère madame, je poursuis avec vous, Gamal Abina, bien sûr. Intéressons-nous peut-être au choix de la personnalité qui a été envoyée, bien sûr, du côté de l'Algérie. On parle bien sûr du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Est-ce que c'est important? Est-ce un choix anodin? Je vous entends pas. Vous pouvez me répéter la question? On a une rupture de signal. Alors, j'entends plus là. Est-ce que là c'est bon, Gamal Abina? Est-ce que vous me Là, je vous entends. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? D'accord, je répète la question. Alors, on s'intéresse peut-être au choix de la personnalité, bien sûr, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, lui qui a été envoyé, bien sûr, du côté de l'Algérie. Est-ce que ce choix est anodin? Est-ce qu'il y a, bien sûr, une symbolique derrière? Non, il n'y a pas du tout de symbolique de la part de Drian. Le Drian a des problèmes, vous le savez déjà. Je n'ai pas besoin de faire l'article sur les différentes affaires qui le concernent avec son fils. Mais le Drian n'est que le porte-voix de M. Macron. Il va en Algérie parce que M. Macron a besoin qu'il aille en Algérie. C'est bien de rappeler effectivement plusieurs éléments. La France est en perte de vitesse, sans le faire remarquer, c'est pas difficile à deviner. Monsieur Macron, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire de bien et de mal sur lui. Alors en bien, parce qu'il faut quand même lui donner les crédits qu'il a, ce n'est pas un raciste. Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est assez exceptionnel. En règle générale, les présidents qui le précédaient avaient une dimension raciste assez évidente. Lui, il n'a pas de problème avec l'idée des Noirs ou des Arabes, ça le pose, c'est pas un souci pour lui. Il a fait des choses assez importantes en vérité en termes symboliques, mais ça ne se borne qu'à du symbolisme. Alors, il se trouve que j'avais pour ami Sami Boumendjel, qui était le fils de Ali Boumendjel, l'avocat algérien qui a été assassiné par l'armée française, on parlait tout à l'heure de l'armée française, par un criminel de guerre très connu qui est mort aujourd'hui, on reviendra dans quelques secondes. Et donc, c'est Sami Boumendjel, enfin Ali Boumendjel, qui était un avocat, a été tué et pendant des années, son fils a essayé de rétablir la vérité. Malheureusement, il nous a quittés en 2014. Il n'a donc pas eu la chance de voir Monsieur Macron venir voir sa famille. C'est un combat qu'il a porté toute sa vie pour dire qu'effectivement, Ali Boumendjel a été assassiné par l'armée française au moment de la torture en Algérie. Bref. Ensuite, il a fait plusieurs gestes aussi. Il a reconnu le meurtre de Maurice Audin. Il a reconnu le mauvais traitement et le massacre des Harkis par la France. Il ne faut pas oublier que c'est les Français qui ont maltraité les Harkis quand ils sont arrivés en France. Il a, le 16 octobre dernier, parce que j'ai participé aux commémorations, il est venu à la scène pour reconnaître effectivement et pour faire une minute de silence que des Algériens avaient été assassinés. C'est le geste le plus important qu'un chef d'État français ait jamais commis. Donc tous ces éléments en termes, il vient d'ouvrir les archives policières en Algérie. Alors la police et l'armée en Algérie, comme c'est l'armée qui a fait après avec le resserrement de la politique de répression en Algérie. C'est donc l'armée qui a obtenu le pouvoir de police. Donc la police, quand on parle de police, on parle bien de l'armée qui a torturé, avec toute l'équipe de Salan et Bijard et tous les tortionnaires français de l'Algérie colonisée. Et donc le Drian, il va là-bas parce qu'il n'a pas d'image négative d'un personnage qui a un passé particulier, parce que c'est une sorte de négociateur, mais surtout le porte-voix de M. Macron. Alors il y va pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs fautes graves qui ont été commises à la suite de ces symboles forts. M. Macron a nié l'histoire algérienne qui précédait l'arrivée de la France, en disant qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, que l'Algérie n'existait pas en somme. Il a aussi dit que c'était une rente mémorielle, une façon pour les dirigeants politiques
qui serait une junte politico-militaire, alors qu'il y a quand même des élections qui ont eu lieu, même si on peut contester la participation, elle est pas pire que celle des Français. Il a fait beaucoup de fautes comme celle-là qui sont liées au fait que son aile droite et extrême droite de son parti le poussent dans cette direction. Et en même temps, M. Macron sait parfaitement qu'il ne pourra pas composer sans l'Algérie parce que c'est le poids lourd de la région. Je veux dire, c'est la première puissance nord-africaine. Elle a une influence considérable en termes géopolitiques et surtout en termes diplomatiques sur le reste de la région, puisqu'ils ont remis un grand diplomate comme Ramtal Lamabra qui fait le travail. Et ils ont besoin de l'Algérie pour redorer un peu l'image de la France, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture totale. Alors, malheureusement, quand il va là-bas, Le Drian, la chose qui l'intéresse en premier, c'est la question sécuritaire et l'immigration. Alors, ils viennent de faire chuter à 5% l'obtention des visas pour les Algériens, alors que c'était une chute de 50%. Dans les faits, il n'y a plus que 5% d'Algériens qui obtiennent des visas. C'est ça la réalité. Donc, ils ont resserré en termes de migration. En termes de relations algéro-marocaines, vous avez vu qu'hier, par exemple, l'Algérie a marqué un point. Ils ont battu, ça c'est du foot, mais ça a une dimension politique, ils ont battu le Maroc, ce qui a agacé pas mal le monde, mais surtout ils ont boycotté la coupe africaine des nations du handball qui a été, et c'est là où on voit l'influence algérienne très importante, qui a été littéralement par la fédération qui a été annulée parce que le Maroc a voulu l'organiser dans les zones controversées du Sahara occidental. Donc tous ces éléments-là contribuent à dire qu'effectivement l'Algérie a repris réellement son bâton de berger de négociateur, d'intervenant régional, d'influenceur, et les Français le savent. Alors il ne compte pas sur le Maroc, il n'a plus beaucoup d'influence quasiment, il compte sur l'Algérie. Puis surtout parce que la France est en crise économique profonde, elle a une dette qui dépasse 120% du PIB, elle a plus de points de croissance possibles à l'intérieur du pays, et elle a besoin, les élections arrivent dans 4 mois maintenant, elle a besoin que le vote algérien fasse pencher la balance du côté de M. Macron. Donc tout ça, c'est des calculs qui sont internes, externes, géopolitiques, et qui démontrent que la France, et le leader s'en cache même pas, a besoin de l'Algérie maintenant pour stabiliser la région et pour redévelopper des relations apaisées. Donc c'est vrai que quand on envoie Le Drian, on ne voit pas un fin négociateur, on envoie quelqu'un qui vient porter la parole d'un M. Macron, qui veut calmer le jeu, qui veut certainement, et je pense qu'il va faire une sortie assez forte avant l'élection présidentielle, parce qu'on arrive aux 60 ans de l'indépendance algérienne le 19 mars. Il va certainement faire une déclaration très forte, peut-être de demande de pardon officielle, quelque chose qui va donner le sentiment que sur un plan symbolique, la France a fait une avancée. Mais malheureusement, maintenant, pour revenir à ce que disait tout à l'heure notre ami Linda, sur le plan économique, c'est catastrophique. C'est-à-dire que les rares investissements de la France en Algérie se bornent à des usines de montage, Renault, alors que le Maroc bénéficie de 60% de taux d'intégration, se bornent à de la vente massive, parce que l'Algérie s'était rapprochée de l'Europe avec des accords Union européenne qui lui ont pas du tout profité, se borne à juste donner des leçons de démocratie, alors que l'Algérie a besoin de développement économique, et se borne à dire quoi? À se dire à chaque fois, on va vous aider, mais finalement, il ne se passe pas de collaboration sérieuse. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont des éléments très négatifs. Donc sur le plan de la symbolique, c'est beau de faire des rapprochements et de demander pardon pour les crimes de guerre qui ont été commis, mais sur le plan réel et concret, donc économique et politique, il n'y a pas grand-chose qui évolue. J'attends certainement, d'ici 19 mars, un grand geste fort de la part de Macron, mais ça ne changera pas la donne en termes de présence économique et de présence de développement, parce que la France ne fonctionne pas autrement que sur un rapport un peu malsain elle profite à fond de sa présence dans la région pour exploiter les richesses, mais jamais faire de co-développement. Pourquoi? Simplement parce qu'elle a peur d'avoir un concurrent direct au sud de la Méditerranée. Et ça, c'est bien dommage. Mais Le Drian n'a pas en soi beaucoup d'importance. Il n'est juste que le porte-parole d'un homme qui cherche des alliés de circonstance, qui cherche à se faire réélire aussi. N'oublions jamais qu'à chaque fois on passe par la case algérienne pour l'élection présidentielle, et j'en veux pour preuve la sortie de Sarkozy, qui était clairement un ennemi des Arabes et des Algériens, s'est faite non pas parce que Hollande était meilleur que lui, mais parce que le vote algérien fait pencher la balance du côté de Hollande. Donc Sarkozy a perdu non pas parce qu'il était moins bon, c'est parce que les Algériens ont fait pencher la balance, et ça compte. Il faut compter à peu près pour une élection entre 1 et 3% pour que ça bascule de l'autre côté, et c'est bien la grande minorité algérienne qui fait la différence. C'est pourquoi la France passe par Alger. Gamal Abina, Luc Michel, alors est-ce qu'on peut voir quand même en cette rencontre une certaine disposition des autorités algériennes à calmer les tensions? Jean-Yves Le Drian qui a quand même rencontré le président algérien et bien sûr son homologue. Alors est-ce qu'on peut conclure que l'Algérie aujourd'hui est disposée quand même à revoir peut-être ses décisions contre la France? Absolument pas. Et vous savez, Vladimir Poutine, en septembre 2014,
il avait donné une interview célèbre lors de son think tank, le Club Waldheim. Il avait dit que la diplomatie internationale, c'était l'empire du mensonge. Les Occidentaux, ils construisent leurs scénarios géopolitiques sur des scénarios virtuels. Monsieur Macron nous fait croire que ce qui oppose l'Algérie et la France, ce seraient les questions mémorielles, les souvenirs de la guerre ou des choses comme ça. En réalité, Macron essaye de se positionner parce que l'immigration algérienne, africaine et arabe est au cœur de la campagne électorale. Le sinistre Zemmour l'a placé au centre. Il a pour allier quelqu'un de très puissant dans les médias, un certain Bolloré qu'on connaît très bien au Cameroun. Et donc, il faut se positionner sur les questions. Mais en réalité, la confrontation entre Alger et la France, c'est un choc géopolitique. Tout d'abord, la France est la porteuse de valises du bloc américano-occidental. Le bloc américano-occidental a pour allié et porte d'entrée en Afrique du Nord le Maroc, qui est l'ennemi historique de l'Algérie. C'est la raison pour laquelle ils viennent de reconnaître la marocanité du Sahara espagnol. Et les Marocains et l'Afrique ont organisé des grandes manœuvres qui s'appellent Lion africain 2021 aux frontières de l'Algérie et du Tchad. Second point, évidemment, c'est que l'Algérie, elle, appartient au bloc de l'Est. Elle est tout d'abord la principale alliée en Méditerranée occidentale de la France, qui veut neutraliser actuellement la 6e flotte américaine et les marines de l'OTAN. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'amiral américain qui commande toutes les flottes américaines en Eurasie et en Afrique. C'est un commandement unique, ce qui d'ailleurs révèle ce qu'est l'impérialisme américain. Deuxièmement, l'Algérie est l'alliée dans un dossier régional. Elle est l'alliée de Moscou et de Bamako sur la question du Mali. Jamais les Algériens ne reculeront sur la question du Mali, d'autant plus qu'ils ont fait 2 déclarations intéressantes. La première, c'est qu'ils étaient prêts à participer au financement des groupes paramilitaires russes, ce qui est une ligne rouge pour Paris. Mais deuxièmement, qu'ils sont prêts, ont-ils dit, à financer une base militaire russe permanente au Mali. Troisième dossier, évidemment, l'Algérie a pour allié économique principal l'Iran. L'Iran, qu'est-ce que c'est? C'est la bête noire des Américains et des Français, encore plus que les Américains. Le grand Satan, peut-on dire. L'Iran est allié à l'Algérie dans ce qu'on appelle l'OPEP du gaz, c'est-à-dire l'association des États producteurs de gaz, qui comprend la Russie, le Venezuela, l'Algérie, l'Iran et la Guinée équatoriale, qui a organisé en 2019 à Malabo le sommet de ces États producteurs. Quel est le but de ces États producteurs? C'est arracher le marché du gaz aux Américains, qu'ils dominent depuis septembre 2015, lorsqu'ils sont devenus avec le gaz de schiste les exportateurs principaux, et reprendre le contrôle du prix du mètre cube de gaz. C'est donc là-dedans, évidemment, l'Algérie est alliée à l'Iran, elle est alliée à la Russie, elle a des accords avec la Chine, il n'y aura donc pas de changement. Et en plus, il y a 2 points d'achoppement qui sont donc les dossiers régionaux. C'est la question sahraoui du Front Polisario. Le Front Polisario, il est allié à Alger, mais il est allié aussi à Moscou. Lorsque je faisais des missions de monitoring en Europe de l'Est il y a une dizaine d'années, j'avais dans les missions russes le représentant du Front Polisario à Moscou qui disposait là-bas d'un bureau permanent et qui était quasiment intégré à la diplomatie russe. Voilà donc ce qui se passe. Deuxième dossier, donc c'est le Mali sur lequel l'Algérie ne reculera pas. Il y a aussi des dossiers secondaires, dont celui de l'Algérie. Là, j'ai un point de désaccord absolu avec mon ami Gamal Abima. C'est pas un fossé qui nous sépare, c'est un océan. La Turquie, c'est la 2e armée de l'OTAN, c'est l'allié principal des États-Unis en Syrie, en Libye, au Maghreb, en Méditerranée et en Arménie et Azerbaïdjan. Il a un peu, notre ami Gamal, plaidé contre lui-même. Il a dit que les Occidentaux avaient pour alliés des gens qui ne recherchaient que le pognon.
Eh bien, c'est le cas de la famille Erdogan. Le gendre d'Erdogan, il dirige le secteur des ventes d'armement de drones en Turquie, qu'il a fondé. C'est un grand ingénieur. Et le fils d'Erdogan, il est impliqué dans de nombreux scandales de vente de pétrole clandestin entre Daesh et Israël. Dernier point, évidemment, et on s'en souvient, Madame Larmaoui l'a rappelé, moi j'ai des amis en Algérie, j'ai des amis en Syrie, j'ai des amis au Liban, et j'ai des amis dans toute l'ex-Yougoslavie. Ne venez pas leur raconter que la Turquie n'était pas un empire colonial. L'empire ottoman a été constitué à la force du glaive, à force de massacres et de suggestions des populations, et ils ont laissé de très mauvais souvenirs là-bas, en particulier en Libye, d'où l'effarement des Libyens lorsqu'ils ont vu en décembre 2019 les Turcs importer des milliers de djihadistes syriens pour venir faire la guerre précisément à Haftar, aux Français, et qui sont alliés là-dedans dans une curieuse alliance géopolitique avec les Émiratis, mais aussi les Russes et les Syriens. Voilà donc tout ce qui oppose. C'est une série sans fin de contentieux géopolitiques. Il n'y aura pas de réconciliation entre la France. Et moi, je considère qu'envoyer Le Drian, c'est particulièrement maladroit. Madrian, c'est le premier des Monsieur Afrique depuis Foccart, qui est la copie clonée de Foccart. S'il a reconstitué des réseaux qui sont des réseaux mafieux, d'où les scandales actuels, exactement comme ceux de Foccart, on ne l'ignore pas en Algérie. C'est une maladresse sans nom d'envoyer cet individu. Également sortir et conclure sur cette thématique simplement en quelques minutes. Je commence par vous, ce dernier tour de table. Madame Linda Labaroui, simplement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite? Peut-être en une minute, 2 minutes. En 1 minute, nous avons oublié de préciser que M. Le Drian était l'ancien ministre de la Défense. Et le pont Paris-Bamako via l'Algérie, c'était lui qui l'avait mis en place. Ça, j'ai oublié d'en parler. Donc, il est venu aussi pour essayer de rétablir tout ça. Mais c'est fini. L'Algérie est souveraine, avec son armée, avec son peuple et son gouvernement. C'est à vous. L'enseignement justement après cette visite de Jean-Yves Le Drian en Algérie? Vous m'avez dit, j'ai pas entendu le début de la question. Quel enseignement vous voulez dire? Oui. Très rapidement. Bah oui, donc bon, c'est vrai que c'est bien que Luc Michel et que Linda nous rappellent que Le Drian est l'ancien ministre de la Défense, hein, c'est pas anodin. Je rappelle aussi que Le Drian, c'est un socialiste, hein, c'est quand même un ancien proche de Hollande, donc c'est pas ce qu'il y a de plus sympa pour l'Algérie, parce que les socialistes ont été les pires ennemis des Algériens, toujours, hein. Pas un petit peu, toujours. Il y a une petite période d'accalmie, mais en somme, les socialistes, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus recommandable pour les Algériens, parce qu'il y a toujours une politique néocoloniale derrière. Mais il est vrai aussi de rappeler que ces symboles, qui ne sont que de purs symboles, ne changeront pas la donne. En vérité, l'Algérie a décidé effectivement de reprendre le rôle qu'elle avait perdu en 80, puisqu'après avec l'arrivée de Chadi Benjid, ça a été un petit peu un décrochage. Et la France a très bien compris que les Algériens n'ont pas l'intention de se laisser dicter leur politique. Alors, soit ils composent, soit ils s'écartent. Et je pense que les Français, avec cette peur, parce que Tebboune a dit une chose intéressante il y a peu, il a dit qu'il n'a jamais eu, et il le dit très justement, le meilleur interlocuteur que l'Algérie ait jamais eu, c'était Macron. Mais il sait aussi que Macron est sous influence. Il sait qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de l'Algérie, qu'il y a les anciens de l'OAS, les anciens de l'Algérie française. On a parlé tout à l'heure de l'obscur Monsieur Zemmour, qui est une caricature pathétique d'une politique française qui a vécu en Algérie, hein, cette idée de se dire qu'on doit pas avoir nos noms, qu'on doit pas avoir notre religion. Tout ça, c'est très précolonial. C'était avant De Gaulle, d'ailleurs, il faut le rappeler. Eh bien, ça donne le là. C'est-à-dire que le problème de la France et de l'Algérie, c'est pas, alors on parle beaucoup d'amour, des amours, je crois pas qu'il y ait de l'amour des amours. Il y a un pays qui a violé un autre pays, qui a massacré pire un pays. Il n'y a pas d'amour-haine, il y a juste de la haine et de la rancœur aujourd'hui. Les Algériens,
La guerre d'Algérie, elle est vieille, elle est derrière eux, elle a 60 ans. Mais en revanche, les Français, la guerre d'Algérie, elle est toujours là en tête. Hein. Les élections se font toujours avec l'esprit d'une Algérie qui est présente en France, puisqu'il y a une grande minorité algérienne, avec l'esprit de dire que les Algériens nous ont pris notre précaré africain, puisque le début de la décolonisation commence en Algérie, et cette espèce de rancœur, ce rapport rance un petit peu malsain, semble perdurer. Donc, je ne crois pas que les choses vont s'améliorer, sauf miracle, que la France accepte effectivement, enfin, en toute humilité, de parler de façon égale à l'Algérie, d'égal à égal, et non pas de mettre à esclave, comme ils voudraient le faire, même s'ils n'y arrivent pas. Et puis surtout, je pense que ça va être très compliqué à 3 mois des élections de voir des changements radicaux, mais il est certain que l'arrivée de Drian, qui est un personnage quand même assez obscur, il faut reconnaître, hein, c'est le clan breton, bon, c'est les Bretons, c'est Bolloré de ça, ils ont toujours ce rapport à l'économie qui est très particulier, a trempé dans des affaires, son fils pareil, on l'a vu avec les affaires des Émirats Arabes Unis. Il y a beaucoup de choses qui donnent le sentiment que c'est pas forcément le bon personnage, mais encore une fois, je dis que c'est un porte-voix, il compte pour pas grand-chose, il y va à la tête basse, hein, on voit bien qu'il y va pas la tête haute. Donc c'est surtout ça que je note. Quand un officiel français va en Algérie, il y a toujours une tension qui est évidente. Il suffit de regarder leurs regards, leurs yeux, leurs attitudes. Ils sont pas en vacances en Algérie et ils ont de gros problèmes avec l'Algérie depuis toujours. Quelle en 1-2 minutes également pour sortir sur cette question, quelle leçon retenir? Écoutez, la France, comme les États-Unis, ils sont dans un cycle géopolitique qui est terminé. Il a mené sa visite comme s'était mené les 25 années de la politique avec Alger avant 2015. Le Drian, c'est un personnage de l'ombre mais pas obscur. C'est le chef des réseaux américains en France. C'est lui qui a proposé François Hollande pour remplacer Sarkozy et Obama. Et c'est lui qui a présenté Emmanuel Macron. Il est donc dans une démarche qui est complètement dépassée, celle du temps où la France et les États-Unis étaient alliés alors qu'aujourd'hui, ils sont économiquement rivaux, ils ne sont plus alliés que militairement. Et bien entendu, il croit encore qu'il peut mener une politique néocoloniale. Mais depuis 2015, le bloc de l'Est est arrivé en Afrique. Premièrement, la Russie, à partir de 2015-2016, de retour sur les champs de bataille de la guerre froide, comme disent les Américains de Stratford, puis les Iraniens, qui ont une grande politique africaine maintenant, qui a été conçue par l'amiral Kandasi, le précédent patron de la marine iranienne, ça a été l'architecte de la pénétration iranienne géopolitique en Afrique. Avant ça, les Iraniens faisaient de la religion, et puis ils ont compris, je suis un de ceux notamment qui a fait changer la donne, ils ont compris qu'ils devaient faire de la géopolitique pure et plus des alliances religieuses. Et enfin, les Chinois, au dernier sommet de Dakar, Xi Jinping a déclaré que dorénavant la Chine allait intervenir. Nous allons en parler à propos de la Guinée équatoriale dans mon sujet d'actualité. La Chine va intervenir militairement et de façon sécuritaire. Cela a changé tout. Ça donne de l'oxygène géopolitique, militaire et diplomatique aux États africains. Il n'y a plus l'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête des Africains, qui étaient les sanctions de l'ONU, du Conseil de sécurité, parce que le Conseil de sécurité est neutralisé par les Russes et les Chinois. Et donc, Le Drian mène une politique qui est obsolète et qui ne conduira à rien. Il y a encore un mot à dire sur M. Macron. On reproche à M. Macron en France d'être le personnage du « en même temps ». C'est-à-dire que Macron veut plaire à tout le monde et il propose des choses incompatibles à tout le monde. Il fait une campagne pour séduire l'Algérie, mais en même temps, des gens de M. Macron sur la télévision de Bolloré CNews, ils racontent que l'ouverture des archives va permettre de mettre non pas seulement en jugement le colonialisme, mais aussi les gens du FNL, disent-ils, pour leurs crimes de guerre. Il s'attaque aussi, il veut flatter la communauté algérienne, mais il flatte les harkis. Les harkis, qu'est-ce que c'est pour un public européen? C'est l'équivalent de ce qu'étaient les Waffen-SS au service de l'Allemagne pendant la guerre. C'est très extrêmement maladroit. Quelques centaines de milliers de voix d'harkis valent-elles la peine de s'aliéner des centaines de milliers de voix africaines et algériennes? C'est cela les données du problème. Macron échouera. Le Drian a déjà échoué. Voilà, merci une fois de plus à vous Luc Michel. Alors on va prendre la transition, ensuite on revient pour aborder la dernière partie de cette émission, l'actualité géopolitique.
actualité géopolitique, je commence avec vous. Gamal Abina, avec vous, on parle de la situation en Éthiopie, précisément le conflit dans le Tigré. Et on sait que, alors que les rebelles, il y a plusieurs semaines, étaient annoncés à quelques kilomètres seulement de la capitale Addis Abeba, le Premier ministre Abiy Ahmed s'était lui-même rendu au front avec ses troupes. Ils ont réussi, bien sûr, à repousser et à neutraliser les rebelles. La situation, en tout cas, semble sous contrôle de ce côté-là. Abiy Ahmed a mis en garde donc les rebelles du TPLF. Il assure également que la lutte n'est pas encore terminée. Votre analyse là-dessus? Alors là, vous avez bien fait de dire qu'il y a une reprise en main, une vraie reprise en main par le Premier ministre, et on va le féliciter parce qu'il mérite largement les encouragements, Abiy Ahmed. Pourquoi? D'abord parce qu'il a écarté, c'était en fin 2020, le 4 novembre 2020, il a écarté un groupement extrêmement violent qui pensait qu'il garderait, c'est 6% de la population, le pouvoir militaire sur le pays. C'est les anciens affidés de Meles Zenawi, un véritable allié total des États-Unis, totalement soumis à l'Amérique, qui étaient au pouvoir. Et puis ils ont été écartés au pouvoir et Abiy Ahmed, il a dit, comme c'est un vrai démocrate, puisqu'il a été élu, rappelons-le, prix Nobel de la paix, rappelons-le, il a considéré qu'il fallait quand même donner un peu plus de pouvoir aux autres Éthiopiens, parce que c'est pas 6% qui dirigent la totalité de la population, stratégie classique coloniale, qu'on connaît, même si l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, où on parie toujours sur une minorité pour dominer la majorité et créer des tensions interethniques. Ça, c'est ce qui s'est passé. Alors, il se trouve que l'Éthiopie est un vrai problème pour l'Occident, parce que c'est le premier État chrétien d'Afrique, parce que c'est l'Abyssinie, l'ex-Abyssinie, parce que c'est l'État qui a mis en échec les troupes fascistes de Mussolini, parce que c'est l'État qui a mis en échec à l'époque de Ménélique l'empire italien qui était naissant, parce que c'est l'État qui a mis en échec les visées expansionnistes de pas mal d'autres empires qui arrivaient après au 19e et au 20e siècle. Bref, l'Éthiopie est un pays qui pose problème parce que c'est aussi le pays de la reine de Saba, c'est aussi le pays des Fellachas, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est de là que viennent les Fellachas, donc des Juifs éthiopiens. C'est aussi un pays qui pose problème parce que sur le plan géostratégique, c'était le plus stable, il faut le reconnaître. Malgré tout, c'était une grande puissance régionale et on donnait le sentiment, avec l'arrivée de ces groupements, littéralement, j'ai envie de dire, c'est des milices. Des milices, c'est donc pas légal, c'est ni légal, ni raisonnable de les soutenir. Eh bien, ces milices commençaient à tuer des gens au démarrage en 2020, en fin 2020. Elles ont tué 600 personnes. Et l'ironie du sort voulait qu'on faisait croire, avec une propagande absolument hallucinante, on l'avait CNN et tous les médias occidentaux, qu'ils étaient à 200 km de la capitale et d'Addis Abeba et qu'ils allaient prendre la capitale quasiment face à une armée quand même qui est très très bien équipée, très puissante et qui n'avait toujours pas développé et déployé ses forces sur le terrain. Sauf que l'Éthiopie a décidé non seulement de faire appel à la fois à ses forces terrestres, qui sont considérables, on parle de milliers de véhicules blindés, mais aussi de ses forces aériennes, parce que l'Éthiopie, contrairement à beaucoup des pays africains, a une armée de l'air assez bien constituée. L'Éthiopie, c'est l'ancienne Union soviétique, sous Mengistu, le Négus rouge, c'est aussi Haïlé Sélassié, donc une profondeur historique très longue. Tous ces éléments-là ont fait que les Occidentaux se sont dit, on va casser ce pays qui voulait renaître avec son barrage de la Renaissance, devenir autonome sur le plan électrique, parce que le barrage de la Renaissance correspond à 6 centrales nucléaires. Donc l'Éthiopie, c'est tous ces éléments, c'est aussi un pays qui est en plein milieu de plusieurs... D'abord, ils étaient en guerre contre l'Érythrée, mais ils ont fait la paix grâce à Abiy Ahmed, mais surtout, l'Éthiopie est un pays qui est en plein milieu de zones de turbulence très violentes. On parle de la Somalie qui a été atomisée en 5 États, on parle du Soudan qui s'apprêtait à diviser en 3 États, mais qui a été divisé en 2 États, on parle réellement d'une instabilité chronique dans la région qui fait que c'était un havre de paix, littéralement, après la fin de la guerre avec l'Érythrée. Et donc l'Éthiopie pose problème parce qu'elle se rapproche du bloc de l'Est, de cette nouvelle guerre froide qui ne dit pas son nom, mais c'est bien une guerre froide à laquelle on assiste. Et le Premier ministre Abiy Ahmed a dit « je prends les armes » de façon symbolique, là encore, il y a été, c'est vrai, mais c'est la symbolique d'un homme qui se dit « j'étais un ancien militaire, je vais montrer qu'on est capable de reprendre les territoires ». Et il a dit surtout « je vais envoyer les moyens nécessaires ». Alors tout à l'heure, on parlait de la Turquie a vendu les drones les plus technologiquement avancés de la région, une fois de plus par intérêt, il ne faut pas se voiler la face. C'est bien que Luc Michel rappelle qu'effectivement les Turcs font les choses par intérêt, comme tout le monde d'ailleurs. On voit que c'est normal, on est dans le secteur de l'armement, tout le monde veut faire de l'argent. Mais ces drones ont donné un avantage stratégique aux Éthiopiens qui ont écrasé très rapidement, mais très très vite, cette rébellion. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où vraiment j'attire votre attention sur le fait qu'il y a vraiment un manque de dignité de la part des Occidentaux. Pendant des semaines,
on faisait croire que les Éthiopiens affamaient la population, alors qu'ils ont ouvert des convois, un espace aérien, et qu'ils ont alimenté les populations. Et pire encore, aujourd'hui, Human Rights Watch, qui est une organisation états-unienne, une ONG, qui n'est pas vraiment favorable aux gens anti-américains, a quand même dévoilé les crimes commis par ces fameuses milices, qui sont bon, ils n'ont pas commis de crimes au niveau de la religion, puisqu'ils n'ont pas massacré les lieux de culte, puisqu'ils sont eux-mêmes orthodoxes, mais ils ont quand même massacré les populations, ils ont tué des gens gratuitement, ils ont pillé des appartements, des maisons, des résidences privées, ils ont détruit l'aéroport, ils ont détruit beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ce sont des voyous qui ne sont pas structurés et commandés, qui ont été instrumentalisés par les États-Unis. Ces milices ont commis beaucoup de crimes de guerre, on le voit, alors qu'au départ on parlait de crimes de guerre de la part de l'armée régulière. Et on se rend bien compte qu'entre une armée régulière qui prend des ordres, il peut y avoir des exactions, ça arrive évidemment, et des milices qui ne prennent pas d'ordre structuré et qui commettent systématiquement des exactions, eh bien même Human Rights Watch a dénoncé cela. Et ce qui est amusant finalement, in fine, c'est que maintenant il n'a pas fallu 3 jours pour que l'armée éthiopienne reprenne tout le territoire perdu et écrase littéralement ses adversaires. On est quasiment au bout de la guerre et c'est tant mieux. On se rend bien compte que finalement, la propagande, une fois que le voile est levé, une fois qu'on voit ce qui s'est passé sur le terrain, une fois que les Éthiopiens ont l'intelligence de demander à l'ONU d'envoyer des observateurs pour voir ce qui s'est passé, parce que la propagande a été très favorable, ils vont se rendre compte du contraire, eh bien, on voit bien qui est, entre guillemets, là, j'utilise de grosses guillemets, le bon et le méchant de la partie. Le pouvoir légitime d'un homme qui était prix Nobel de la paix, qui cherchait la paix et la stabilité dans son pays, ou une milice qui a été instrumentalisée, organisée par Washington avec le soutien du Sud-Soudan et du Nord-Soudan, dans le but de déstabiliser un pays qui avait des ambitions régionales très importantes, à savoir livrer non seulement à son propre pays une énergie abondante et saine et propre, c'est quand même un barrage, et surtout de pouvoir aider les pays de la région en vendant de l'électricité à bon marché. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre dans l'équation éthiopienne. L'Éthiopie a décidé, elle aussi, de se décrocher de cet arrimage occidental pour se rapprocher plutôt des pays qui lui sont favorables, à savoir, encore une fois, la Chine, la Russie. L'Iran, effectivement, fait partie, il ne faut pas l'oublier. Les Émirats arabes unis, ça paraît surprenant, mais c'est vrai. Ces pays-là ont décidé d'investir en Éthiopie. La Chine est le premier partenaire économique de l'Éthiopie. Et la Chine et la Russie ont fait aussi un pas très important en direction de l'Éthiopie. C'est pour ça que le Premier ministre Abiy Ahmed est maintenant très fort sur ses positions. Ils ont dit aux Américains, ne touchez plus à l'Éthiopie, n'intervenez plus, ne venez plus vous immiscer dans les affaires intérieures de ce pays qui est un pays souverain. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement favorable. Donc, j'avais dit à l'époque, j'avais ce sentiment-là, qu'effectivement, je pense que Abiy Ahmed, en reprenant son bâton de guerrier, il s'est dit qu'il avait le soutien russe et chinois. J'avais dit 2 jours avant la déclaration, ça a été confirmé par la suite. Et c'est en cela qu'on doit se dire vraiment que c'est une très bonne nouvelle pour la région, que ce pays de la Corne de l'Afrique soit enfin stabilisé, restabilisé, j'ai envie de dire, et qui va peut-être profiter à toute la région, parce que vous regarderez l'axe africain, l'Afrique centrale quasiment, c'est tous ces pays-là qu'on a cherché à déstabiliser, que ce soit l'Afrique centrale, que ce soit l'Éthiopie, que ce soit le Méditerranée, toute cette région est chroniquement déstabilisée par l'étranger, mais aussi c'est une région qui maintenant reçoit le soutien effectif des Russes, des Chinois et de ses alliés iraniens, effectivement. Merci à vous, Gamal Abina. Merci pour cette analyse. On poursuit avec vous, Madame Linda Labaroui. On parle cette fois-ci avec vous du blocage du contingent militaire français du côté du Sahel. On s'en souvient. On sait également, avec cette sortie de la ministre de la Défense, la ministre française Florence Parly, qui accuse alors la Russie de manipulation. Votre commentaire là-dessus? S'il y a manipulation, c'est bien la France qui manipule tout le monde à son profit, comme d'habitude. Quand le peuple malien est sorti pour demander à la Russie de venir les aider et de faire un partenariat gagnant-gagnant, ce n'était pas une manipulation. Bon, il peut y avoir un peu quelques personnes qui soient attirées plus par la Russie, tout ça, mais l'Afrique, c'est pas l'Europe. Tout le monde n'a pas accès à Internet et tout le monde n'a pas un téléphone portable ou un smartphone. Hein. Il y a des gens qui sont sortis et qui n'ont pas d'électricité chez eux, mais parce que tout le monde a compris que quand il y avait la guerre froide, et heureusement Afrique Média est là, et puis il y a d'autres aussi télévision qui parle de tout ça et qui explique, quand il y avait la guerre froide, il y avait 2 blocs, et ben tout se passait bien,
relativement bien en Afrique. On n'avait pas tous ces gens qui mouraient avec le terrorisme ou autre, ou le djihadisme. Le jour où on s'est retrouvé dans un monde unilatéral que par les États-Unis et qui gère tout le monde et ils utilisent les armées européennes comme l'armée française pour piller l'Afrique, parce qu'il faut aussi souligner que l'uranium américain vient du Niger, j'insiste dessus, ils ne le payent pas. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas de sentiment anti-français et la France pouvait rester. Aujourd'hui, on accuse la Russie parce que la Russie revient en force, parce que la Chine aussi est venue en force pendant que les Américains étaient en train de faire une guerre en Afghanistan, en Irak, à tout déstabiliser. Eh ben, il y a d'autres pays qui ont émergé, qui ont avancé et qui sont venus, eux aussi, pour profiter, mais avec d'autres intérêts. C'est-à-dire que on peut avoir des marchés, en contrepartie, on développe, on crée des emplois et on aide la population à s'émanciper. Ce n'était pas le cas ni de la France, ni des États-Unis, ni des Anglais. Voilà. Donc, s'il y a un sentiment, si aujourd'hui on accuse la Russie, il faut s'en prendre qu'à soi-même. La France était là avant tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a fait pour rester? Elle n'a rien fait. Tout ce qu'elle a fait, c'est alimenter le terrorisme, c'est appauvrir l'Afrique, c'est d'utiliser la main-d'œuvre africaine pour extraire de l'or ou de l'uranium. Et puis, mis à part ça, quand la population de ces pays viennent en France pour chercher une vie meilleure, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent le racisme et on leur crache dessus. Donc ils vivent grâce à nos richesses, mais ici, ils sont pas contents de nous avoir. Et s'ils sont pas contents de nous avoir, ils rentrent chez eux et on rentre chez nous. Je le dis le plus simplement possible pour que les panafricanistes le comprennent, c'est ça la réalité des choses. C'est que aujourd'hui la Russie est là pour être partenaire et la France, si elle reste, c'est pour continuer à voler et à piller. C'est tout. Merci à vous, madame. Alors, on va fermer et conclure avec vous, Luc Michel. Avec vous, on va parler de la Russie, du moins président russe Vladimir Poutine, qui évoque donc un premier pas vers un génocide dans l'est de l'Ukraine. De quoi s'agit-il, Luc Michel? Nous allons quitter l'Afrique pour un dossier qui est aux frontières de l'Ukraine et sur la mer Noire et que je connais très bien parce que j'ai été un des acteurs de ce dossier. En mars 2014, j'ai organisé le monitoring du retour du référendum du retour de la Crimée à la Russie. Et ensuite, avec mon ami Fabrice Béor, que nos téléspectateurs connaissent bien, le correspondant d'Afrique Média en Russie, nous avons aidé à structurer les deux républiques russophones du Donbass et du Donetsk. Qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Il y a fin 2014 et début 2015, il y a une révolution de couleur. Cette révolution de couleur, elle est appuyée par Berlin, les États-Unis et Paris. Ils amènent au pouvoir des nostalgiques de la collaboration nazie qu'on appelle les bandéristes. Les bandéristes, qui c'est? Ce sont des gens anti-russes, anti-juifs. Ils proviennent de régions qui n'ont pas été soviétiques, qui ont été sous domination de l'Autriche-Hongrie et de la Pologne. Et les bandéristes, ils forment pendant la guerre de 41-44 plusieurs divisions de la Waffen-SS. Immédiatement, ils lancent un programme anti-russe. Il s'agit de réduire au silence les populations russophones qui sont à l'est du Dniester. Le Dnieper, donc, c'est le grand fleuve qui coupe en deux l'Ukraine et par lequel passe Kiev. Il s'agit de réduire ces populations au silence. On parle notamment d'interdire le russe comme seconde langue officielle de l'Ukraine, alors que 60% de la population est russophone. Et les Américains, les Français et les Allemands, ils ont un but géopolitique, c'est s'emparer de la Crimée, évidemment, parce qu'en Crimée est établi le port de Sébastopol, qui est la base principale de la marine russe depuis Catherine la Grande. C'est à partir de Sébastopol qu'on contrôle la Méditerranée orientale sur un axe qui va de Sébastopol au Levant, aujourd'hui Tartous en Syrie.
immédiatement les populations russophones se soulèvent, et bon, on va, franchement, nous avons employé pour les soulever les mêmes méthodes qui étaient celles des révolutions de couleur qu'on était justement en train d'employer contre les Russes à Kiev. Le Parlement de Crimée déclare son indépendance. Ce n'est pas un Parlement russe. À l'époque, c'est un sujet de l'Ukraine fédérale. Le Parlement de Crimée organise donc le référendum. La Russie déploie des troupes, des forces spéciales du GRU qu'on appelle les petits hommes en vert. Ils ont des uniformes de l'armée du Bélarus qui ne portent pas d'uniforme ni de grade. C'est ces gens qui nous permettent d'organiser le référendum en sécurisant la Crimée. La Crimée immédiatement fait retour à la Fédération de Russie et puis on prépare la sécession de toute la partie de l'Ukraine qui était à l'est du Dnieper. Cette partie s'appelait depuis Catherine le Grand la Novorossia. Elle n'est devenue ukrainienne que lorsque les bolcheviks, c'est ça qui est ironique, les Russes donc, forment la République soviétique d'Ukraine à partir de 1923. Il y a deux républiques autonomes qui se proclament à Donetsk et à Lugansk et on prépare des référendums. C'était la tâche qui m'était dévolue. J'ai participé à une grande réunion en août 2015 à Yalta pour préparer ça. On prépare des référendums à Odessa, à Donetsk, à Kharkov, à Lugansk, etc. Mais ce que nous n'avions pas prévu, c'est que la révolte, le soulèvement allait écraser dans le sang. Tout d'abord, les Allemands, les Américains, les Français, ils arment des milices d'extrême droite. Il y a notamment le fameux groupe Azov. Le groupe Azov, il a comme emblème un emblème de la Waffen-SS de 1941, le soleil noir. Ces gens attaquent l'Est et ils mènent une sale guerre. Lorsque Poutine évoque le génocide, les gens de l'OTAN disent que c'est de la propagande. Non, le génocide est réel. On a essayé de massacrer les populations. Donetsk et Lugansk sont bombardés à l'artillerie lourde. Et là, des milices s'organisent avec l'appui des groupes paramilitaires russes et c'est eux qui l'emportent militairement. À ce moment-là, la ligne de front se fixe, mais malheureusement, les milices nazies de l'Ukraine, ils ont repris le contrôle d'une grande partie de Donetsk et de Lugansk, notamment les villes de Slaviansk et de Mariupol, qui est un port sur la mer Noire. Les opposants sont écrasés. Je vais vous donner un exemple. Il y a à Odessa une attaque de ces milices sur la maison des syndicats, qui est le quartier général des pro-russes. Il y a 200 pro-russes qui sont violés, massacrés et puis brûlés par ces néo-nazis dans le silence absolu des médias occidentaux. Moi, à l'époque, j'avais fait des émissions. Nous traitions souvent le sujet sur Afrique Média avec notre ami Bachir Mohamed Ladan. Le projet de génocide des populations, il est repris. En 2019, il y a un homme qui s'empare du pouvoir contre les oligarques qui équipaient les pro-nazis. Pour des raisons ironiques d'ailleurs, les oligarques sont des juifs, mais ce sont des juifs qui utilisent les néo-nazis. Il y a un clown, un humoriste, il s'appelle Zelensky, qui réussit à être président lors d'une campagne anticorruption. Zelensky va se révéler ce qu'on appelle aux États-Unis un clown méchant destiné à faire peur. Tout d'abord, il prend le contrôle des groupes néo-nazis, dont le groupe Azov, il les finance et les équipe, et deuxièmement, il mène une campagne russophobe. Dans une interview célèbre il y a quelques semaines, il a déclaré que les russophones de Donetsk et de Lugansk, c'était des non-hommes, des non-humains, ce n'étaient pas des hommes. C'est exactement le langage des nazis entre 1941 et 1945. Deuxièmement, Zelensky déploie la moitié de l'armée ukrainienne aux frontières des républiques de Donetsk et de Lugansk, qui, rappelons-le, sont deux petites républiques donc qui font face à l'armée d'un grand pays, l'Ukraine étant un grand pays. Mais à ce moment-là, les Russes déploient des troupes à leurs frontières sur le territoire russe, rappelons-le, c'est leur droit absolu. Ils organisent des manœuvres avec 175 000 hommes et à ce moment-là, Zelensky est pris de panique. Il appelle au secours les Français, les Américains, les Allemands et il lance
cette femme médiatique qui serait que la Russie prépare l'annexion et l'attaque de l'Ukraine. Ce n'est absolument pas vrai, évidemment. Tout simplement, Poutine a montré sa force et il vient maintenant de montrer leur ligne rouge aux Ukrainiens. Il faut rappeler encore un mot, il y a un précédent, c'est la Géorgie. En 2008, on accuse la Russie d'intervenir contre la Géorgie, mais en fait, c'est l'armée géorgienne qui bombarde de nuit et qui attaque sans déclaration de guerre deux petites républiques que je connais bien également parce que je les ai soutenues, qui sont l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. En 48 heures, il y a des morts considérables. La Cour pénale internationale ouvre un dossier contre la Russie, instrumenté par les Américains, et l'armée russe immédiatement, elle franchit la frontière, elle intervient contre l'armée géorgienne. L'armée géorgienne n'est pas protégée, contrairement à ce qu'elle croyait, par l'OTAN parce qu'elle n'en est pas membre. Les Russes s'arrêtent devant la capitale Tbilissi. Les Géorgiens prennent une solide correction. La Russie, le Nicaragua et encore un autre pays dont le nom m'échappe reconnaissent la souveraineté et l'autonomie des républiques d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. La Russie, évidemment, en déployant 175 000 hommes, elle donne un avertissement à l'Ukraine. Si l'Ukraine entame un génocide des populations du Donbass, à ce moment-là, l'Ukraine aura le sort de la Géorgie et l'État ukrainien disparaîtra. Merci à vous, Luc Michel. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes géopoliticien. Merci à vous d'avoir été avec nous une fois de plus ce dimanche. Madame Linda Labaroui, merci également. Vous êtes analyste politique, spécialiste des questions sécuritaires. Merci. Vous intervenez depuis l'Algérie et tout comme Gamal Abina également. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes analyste spécialiste à vous aussi. Des questions du Maghreb. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout pour cette autre édition de Géopolitique internationale sur Afrique Média. Restez bien sûr en compagnie de nos programmes. À très bientôt.